Salut, bonjour à toutes et à tous, merci d'être ici aujourd'hui. Avant de commencer, je vais me présenter rapidement. Donc, moi, je m'appelle Jérémy Nadal, je suis data ingénieur chez Ypon Technologies depuis à peu près 4 ans et je travaille chez des clients pour développer ce qu'on appelle des cloud data platforms, donc que ce soit sur Databricks, Snowflake, AWS, ce genre de choses. Et il y a à peu près 4 ans, du coup, quand je suis tombé amoureux de DBT, et du coup, c'est un peu ce que j'aimerais vous présenter aujourd'hui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais insister sur le fait que chez Ypon, on a la chance d'être très proche des développeurs et de ce qu'on appelle les DevOps aujourd'hui. Et ce qui, à mon sens, nous amène énormément de bonnes pratiques. Et donc, c'est ce que j'aimerais un peu vous partager aujourd'hui, c'est comment mettre en place des bonnes pratiques dans le monde de la data, alors qu'on sait que c'est pas toujours simple d'en mettre. Si ça fonctionne, ça. Bon, peut-être pas. Super. Donc, je vais commencer par une citation. Je sais que c'est super cringe, donc désolé d'avance, mais n'empêche que Forbes, c'était en mars 2022. Il y a deux choses intéressantes dans cette citation, c'est pour ça que je l'ai choisi. Il disait "Data as the new oil is not enough". Donc, je vais vous épargner le oui, bon, c'est comme le pétrole, faut qu'on le raffine pour en extraire la valeur, blablabla. Ce qu'il veut dire en fait par is not enough, c'est surtout la notion de si une entreprise ne met pas une stratégie data un peu de bout en bout, donc que ce soit pas juste à travers le stockage et la valorisation de la donnée, mais aussi tout ce qu'on peut voir aujourd'hui, donc la gouvernance, des entreprises qui vont vouloir un extra de la valeur, c'est très bien. Si on a un plat de spaghettis, derrière on va pouvoir rien en faire du tout. Vous imaginez, ça c'était en mars 2022, donc en novembre, je pense que tout le monde sait qu'il y a ChatGPT qui est sorti, et donc avec l'essor des IA génératives, je pense que c'est en fait encore plus le cas maintenant. Donc de plus en plus, on va entendre parler des buzzwords, donc le data driven ou les data products. À l'époque, il y avait le buzzword du big data, aujourd'hui voilà, c'est les data products, c'est très bien. N'empêche qu'il y a quand même deux sens qui sont assez intéressants derrière ces mots. Être data-driven, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est, comme je viens de le dire, avoir une entreprise qui va réfléchir à la data du bout en bout, la mise en produit, la mise en application d'un produit. Donc, c'est-à-dire de l'idéalisation. Donc, qu'est-ce qu'on va vouloir mettre à disposition d'un utilisateur, mais en fait aussi quelle va être la donnée générée par cette application, et derrière comment on va pouvoir l'utiliser pour piloter cette application, mais derrière même beaucoup plus piloter potentiellement une stratégie d'entreprise. Les data products, c'est en fait encore un step au-delà de ça. C'est en fait, on va remettre la donnée au centre du produit qu'on va mettre à disposition d'un utilisateur. Et donc là, on va forcément aussi en extraire de la valeur. En fait, à travers ces deux principes, j'ai envie de dire, ce que je veux mettre en avant, c'est le fait que historiquement, la donnée, elle était utilisée par des C-level opérateurs très bien à travers 3 dashboards, ok. Mais en fait, de plus en plus, on va faire confiance à de la donnée, on va même créer potentiellement toutes des entreprises entières sur de la donnée. Et donc, forcément, ça va impliquer énormément plus de risques que ce qu'on avait à la base avec nos données. J'en ai cité 3, il y en a bien sûr beaucoup plus, mais je vais commencer par les soucis de qualité de la donnée, c'est rigolo parce qu'on en a parlé juste avant. En fait, un souci sur la qualité de la donnée, ça va impacter énormément de choses. Imaginons un rapport sur des KPI d'une application qui se basent sur des données de mauvaise qualité. D'ailleurs, en fait, ça va être des décisions qui vont être prises avec des données erronées et donc certainement des décisions mauvaises. Mais on va potentiellement aller voir encore un peu plus loin de ça. Imaginez si vous mettez à disposition de la facturation pour vos clients qui se basent sur des données qui sont pas correctes, peut-être que vous allez les surfacturer, les sous-facturer, et derrière, en fait, c'est toute une crédibilité qui prend un coup. Et on va encore aller un step plus loin. Imaginons, on travaille sur un produit qui est régulé et on met à disposition de la régulation des données qui sont erronées. Potentiellement, on peut parler de perte de licence, d'amende, etc. Donc, c'est de plus en plus un risque, en fait, d'avoir de la donnée de mauvaise qualité. On parle aussi beaucoup de maintenance de pipeline. Donc, maintenance de pipeline, qu'est-ce que j'entends par là? En fait, on a des transformations qui vont être journalières, de manière heure par heure ou ainsi de suite, qui vont potentiellement, à un moment donné, avoir un bug en plein milieu. Ce que je veux mettre en avant par là, c'est l'importance en fait de mettre des bonnes pratiques dans notre code de développement, d'avoir potentiellement un code qui va être un peu modulaire pour pouvoir facilement s'y retrouver. Imaginez, vous avez un bug en production lundi matin, 8h, super. Et vous arrivez sur un script SQL de plusieurs centaines de lignes ou un script Python qui fait un peu tout et n'importe quoi et dans lequel vous n'arrivez pas à vous y retrouver.
je pense que tout le monde le sait. Ce qui va se passer, c'est plusieurs jours, voire même plusieurs semaines de débugage pour faire un fixe dont on n'est même pas certain, parce que potentiellement il n'y avait pas de test, donc on a peur de mettre des régressions par la suite, et c'est un gros problème. Imaginons maintenant, là-dessus, du coup ça va impacter la latence de la donnée. Donc imaginez un algorithme de recommandation qui aurait sa donnée qui n'est pas à jour depuis X jours. Et bien en fait, les recommandations qui vont être basées sur ces données vont être complètement désuées, et plus ça va aller, et plus elles le seront. Quand je parle de latence, je parle forcément donc de maintenance de pipeline avec des bugs en production, ok. Mais en fait, ça peut aussi être de la performance lors de vos transformations. Si vous avez un pipeline de transformation qui prend 4 heures à tourner, en fait, vous n'allez pas pouvoir le faire tourner à l'heure parce que c'est physiquement pas possible. Donc ça veut dire que si derrière vous voulez créer des produits qui amènent de la valeur, des insights de manière beaucoup plus fréquente, eh bien ce sera pas possible. Et tout ça, on va pouvoir mettre en place des tests. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et en fait, mettre en place des bonnes pratiques de développement, notamment des tests, mais aussi on pourrait parler de CI/CD, eh bien, ça va permettre de limiter tous ces risques. Donc, forcément, on ne pourra pas les amener à zéro, mais en tout cas, les limiter le plus possible. Toutes ces bonnes pratiques, en fait, elles existent déjà. Elles sortent pas de nulle part. Ça vient on va dire, du développement un peu plus classique, les software ingénieurs qu'on les appelle. Et je me suis posé la question pourquoi en fait, en data, on n'a pas autant de bonnes pratiques que les software ingénieurs peuvent avoir. Historiquement, comme je viens de le présenter, c'était moins risqué. On avait, comme je disais, 1 ou 2 dashboards qui se basaient sur des données qui étaient rafraîchies à la journée, et c'était très bien, on était content. Maintenant qu'on va mettre de la donnée au cœur du produit, eh bien, c'est beaucoup plus risqué. C'est aussi un domaine qui est moins mature. Enfin, je pense que tout le monde le sait, vu que ça fait beaucoup plus d'années que les développeurs classiques existent par rapport à la data. C'est quelque chose qui a eu le temps de maturer un peu plus. Et le dernier point, enfin l'avant-dernier, parce que j'en ai un qui est caché, mais l'avant-dernier point, c'est que les personnes qui travaillent dans la data ont des backgrounds beaucoup plus divers. Donc les profils de personnes qui travaillent dedans, potentiellement, ils n'ont pas fait une école d'informatique. Ça peut être des personnes qui étaient plus proches du métier et qui se disent en fait, il y a quelque chose à tirer dans la data. Je vais aller mettre ma pierre à l'édifice de ce côté-là. Mais dans ce cas-là, eh bien, on va pas forcément avoir la connaissance et la possibilité de mettre en place toutes ces bonnes pratiques. Le dernier point, c'est en fait le manque d'outils, et c'est pour ça que je suis là pour vous parler de DBT aujourd'hui. En fait, quand on a un projet data, on peut mettre X librairies différentes, une pour la documentation, une pour faire des tests, et ainsi de suite. Mais en fait, ça va être beaucoup plus complexe, et en tout cas, c'est pas quelque chose qui va être représenté à un seul et même endroit. Et donc, c'est pour ça que j'aimerais vous présenter aujourd'hui DBT. Avant que je commence à parler de DBT, j'aimerais savoir globalement qui n'a jamais entendu parler ou peut-être entendu une conf dessus, mais c'est tout. À main levée rapidement. Ok, donc une majorité, j'ai l'impression. Qui a déjà fait un POC? Juste pas de mise en production, mais quelqu'un qui a déjà touché un tout petit peu. Ok, et qui c'est qui a mis DBT en production? Ah, quand même, ok. Ok, je pensais pas autant. Ok, stylé. Je vais quand même rapidement présenter pour que tout le monde ne soit pas perdu. DBT, c'est un outil de transformation, donc on va être dans une base de données et on va rester dans cette base de données. C'est un outil qui est open source, dans tous les cas dans sa partie core, qui est développé par une entreprise qui s'appelle DBT Labs. On ne fait uniquement, je répète, que de la transformation. On ne fera aucune extraction, aucune charge dans une base de données. On se branche sur un Snowflake, un Databricks, etc. Et on va transformer de la donnée, on va la mettre à disposition dans ce même warehouse. On va beaucoup parler de modèle DBT plus tard. En fait, c'est ce qui va représenter les objets unitaires de transformation. Ce sont tout simplement rien de plus compliqué que des fichiers SQL dans lesquels on va pouvoir ajouter du Jinja. Du Jinja, c'est un langage de templating qui est très léger et qui va nous permettre de faire appel à des variables, des macros, qui sont en fait des fonctions concrètement. Et c'est à peu près tout. Donc rien de magique, vous allez me dire. En fait, derrière la puissance de DBT, c'est que tout simplement, ils vont prendre votre code et en fonction de ce qui existe dans la base de données, en fonction des configurations que vous avez données sur chacun de vos modèles et en fonction des variables que vous allez donner, il va compiler d'une certaine manière. La manière la plus simple de comprendre, c'est d'avoir des compilations différentes qu'on se trouve en dev, on va dire en pré-prod ou en prod. Et donc ça, c'est DBT. Ça, c'est un exemple de modèle DBT. Donc vous allez voir qu'en fait, c'est juste une requête select. Donc on regarde uniquement la logique métier et on va rajouter donc des accolades un petit peu bizarres, des appels à des macros. Mais en tout cas, là, vous voyez que ici, on a l'utilisation de
prod. Donc ça veut dire si on est en prod, ben, on va compiler avec ce code-là, et sinon, on va compiler avec un autre code. Je viens de le dire, on va se concentrer uniquement sur la logique métier, et derrière, ça va nous permettre de ne pas avoir à se prendre la tête avec la création d'objets. Donc, je parle de tables, de vues, etc. On va pas s'occuper des opérations de merge. On va absolument pas non plus s'occuper des relations entre les modèles et comment on va devoir générer notre DAG pour pouvoir mettre nos données à jour. Très simplement ici, si on veut mettre notre modèle restaurant revenu à jour, DBT va tout simplement tout seul comprendre que si on veut que ça soit à jour, il va falloir faire base restaurant et base orders en avant. Bon, j'ai déjà parlé de beaucoup de bonnes pratiques et de software engineering, donc c'est juste les choses que DBT permet de mettre à disposition de manière native. En fait, DBT, ça a été fait par des développeurs avec cette envie d'amener toutes ces bonnes pratiques dans le monde de la data. Donc en fait, qu'est-ce que c'est un projet DBT? C'est tout simplement un projet Git, donc que vous pouvez avoir en local ou pas. Donc vu que c'est un projet Git, on va pouvoir mettre en place du versionning et de la CI/CD très facilement. Je vous l'ai dit, on va pouvoir gérer des différents environnements de manière très simple à l'aide de variables et de macros. On va pouvoir utiliser des macros, donc on va éviter le plus possible la duplication de code. Et au sein même de l'outil, on va remplir des YAML qui vont servir à la fois à la documentation et aux tests. Et bien évidemment, ils vont mettre aussi énormément de logs à disposition, ce qui va nous permettre de faire du monitoring très facilement. L'objectif aujourd'hui, en fait, moi, c'est ce que j'aimerais vous présenter, c'est concrètement comment on va mettre en place ces bonnes pratiques dans DBT. Du coup, je vais vous faire en fait tout simplement une démonstration. J'espère que ça va marcher. L'idée de la démonstration, c'est plutôt simple. En fait, on est dans un data ingénieur qui est dans une entreprise qui va gérer des restaurants. Et on arrive sur un projet DBT qui contient 3 sources, donc c'est ce qu'on a en vert, et 2 modèles très simples qui sont en bleu. L'idée derrière ces modèles, c'est FactOrders, la seule chose qu'il va faire, c'est il va nettoyer la source orders, donc les commandes des restaurants, pour n'avoir les commandes qui sont uniquement en succès. Et derrière, on a un modèle qu'on a appelé Ag Hourly Order Dishes. L'idée derrière ce modèle, c'est d'avoir une agrégation au niveau de chaque plat qui ont été commandés à chaque heure, pour faire de l'analyse dessus, potentiellement quand on met un nouveau plat à disposition dans nos restaurants, savoir comment il se compare par rapport aux autres, est-ce qu'on va garder ce plat ou est-ce qu'on va l'enlever, etc. On va aussi faire appel à 2 sources qui sont tout simplement les plats et les restaurants. Alors, je vous présente un super IDE qui s'appelle VS Code, qui est open source, donc je le recommande à tout le monde, bien sûr. Et je vais vous présenter rapidement le code. Donc, dans DBT, pour pouvoir définir une source, je ne sais pas si vous voyez bien, peut-être je vais grossir un petit peu. Hop. Ça suffit là? Ouais. Super. Donc on va définir 3 sources, donc très simplement de cette manière, dans un YAML, et d'ailleurs on va pouvoir y faire appel dans nos autres modèles DBT. Donc là on a un premier modèle DBT, tout simplement qui fait un select étoile depuis la source orders, donc les commandes, qui va faire une regex sur le statut pour vérifier qu'on est bien en succès, et c'est tout. Derrière, on va pouvoir avoir une jointure avec les autres sources que je vous ai présentées. Je vous épargne les détails. Le seul truc important, c'est surtout ici. On va faire la somme totale du chiffre d'affaires en regardant si on se trouvait ou pas en happy hour lors du moment de la commande. C'est globalement tout ce que j'ai pour l'instant. Donc le problème, là je vous ai montré le cas sur lequel vous arrivez, sauf que là en fait vous avez votre boss qui vous dit ok je comprends pas, FactOrders, il y a plein de doublons dans ta table et du coup moi ça me convient pas. Du coup vous dites ok ce qu'on va faire c'est qu'on va aller faire quelques analyses. Donc il y a plusieurs tests en DBT. Le premier que je vais vous montrer c'est des data tests, ça veut dire des tests de qualité de la donnée. Donc ici, je vais faire dbt run pour, on va faire tourner mes modèles à partir de toutes les sources. Et derrière, je vais pouvoir faire des analyses dessus. La première analyse que je vais mettre en place, c'est est-ce que j'ai des doublons dans ma table FactOrders? Effectivement, j'en ai 116. Bon, très bien. On va quand même, par acquis de conscience, retourner sur FactOrders. Mais on voit qu'il n'y a aucune jointure qui mettrait des doublons ici. Il y a une regex, mais ça va juste en enlever. Bon, ok, on se dit ça doit venir de la source. Donc on va aller voir la source. Et effectivement, là, on voit qu'il y a 442 doublons. Donc, ce qu'on a mis en évidence, c'est que les hypothèses qu'on avait mises sur notre source, elles sont erronées, et donc, on ne va pas pouvoir utiliser cette source de la même manière que ce qu'on attendait.
Hop. Et ensuite, du coup, comment on va résoudre ce problème? Tout simplement, bon, c'est un cas très simple où j'ai juste rajouté un distinct sur l'appel à ma source pour pouvoir libérer, disons, régler ces problèmes de qualité. Et ce que j'ai mis aussi en évidence, c'est que j'ai rajouté dans le YAML que je vous ai présenté juste avant, un test, donc de manière très simple, à base de YAML, qui va nous permettre de vérifier que ma source contient des doublons. Derrière, en fait, j'ai juste à faire un dbt test, donc une commande très simple. Et ici, on voit qu'il y a deux tests qui sont passés que je vais vous montrer juste après, mais j'ai un test qui est en warning, donc le test en warning, c'est celui que je viens de vous présenter ici. Pourquoi j'ai mis un warning? Parce qu'en fait, on a mis en évidence le fait que la source qu'on utilisait était de mauvaise qualité, très bien, mais on n'a pas la main dessus. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez donner l'information à l'équipe responsable, mais vous, dans votre pipeline de transformation, vous savez que la donnée, elle sera de bonne qualité, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que c'est bien de le conserver en warning, mais pas plus. J'ai aussi rajouté par acquis de conscience des tests du coup sur ma table factorders. Donc j'ai juste rajouté un nouveau YAML que j'ai appelé factorders.yaml et j'ai mis des tests sur un modèle qui s'appelle factorders et sur la colonne identifier, j'ai juste dit j'aimerais que cette colonne soit unique. Et vous voyez que maintenant qu'on a bien fait tourner notre jeu de données avec le distinct, on a bien des données qui sont maintenant de bonne qualité. Donc là vous êtes content, vous pensez avoir résolu les problèmes qu'il y avait dans votre pipeline de transformation. Sauf que là, ce qu'on vous dit, c'est écoute, je suis désolé, je comprends pas, mais maintenant, il y a plus les doublons, très bien. Par contre, il nous manque un paquet de données. Vous dites, ok, très bien, on va continuer nos analyses et on va rajouter un test unitaire maintenant sur la table factorders. Donc vous commencez vos analyses, vous regardez et vous dites, ok, bon, c'est bizarre, dans ma table factorders, je n'ai que 2 restaurants identifiers différents. Et vous êtes à peu près sûr que dans la source, il y en a plusieurs et que les commandes, elles n'arrivent pas de seulement 2 restaurants, mais bien de plusieurs. Encore une fois, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer. On va regarder dans la source factorders les différents, dans la source orders ce qui existe. Et là, vous voyez qu'en fait, vous commencez à comprendre le problème. Donc, on a bien plusieurs restaurants identifiers, donc il n'y en a pas que 2. Mais en fait, vous commencez à voir que le statut, il est écrit bizarrement. En fait, les copains du bac, ils ont fait un peu des bêtises et ils ont laissé à chaque restaurant la possibilité d'écrire le champ statut avec leur succès, comment ils l'entendaient. On va retourner du coup dans Factorzer pour voir comment on filtrait là-dessus. Et en fait, on voit que effectivement, il y a une regex, mais on ne prend que les statuts qui sont en succès avec un S majuscule ou un S minuscule, mais c'est tout. Du coup, on va à nouveau fixer notre code. On va modifier notre modèle factorders, et ce qu'on va lui dire, c'est cette fois-ci, tu me fais un trim du statut et tu prends vraiment n'importe quel cas sur succès, et on espère qu'ils vont pas mettre n'importe quoi, et sinon, là, ça sera vraiment leur problème. Ok, très bien, mais vous avez fixé votre code, mais vous dites, ok, moi, ça m'embête d'en arriver là, j'aimerais bien rajouter des tests qui vont me permettre d'être plus confiant la prochaine fois que je vais faire une modification. C'est là qu'on va mettre en place des tests unitaires. Et un test unitaire, c'est on va tester ce modèle de manière unitaire, c'est-à-dire qu'on va moquer la source, on va regarder ce qui arrive en sortie, et on va s'assurer qu'elle correspond bien à ce qu'on veut lui mettre en place. Donc ici, j'ai mis en entrée plein de lignes, j'ai mis des doublons, plein de différentes manières d'écrire le succès. Et ce que j'aimerais en sortie, c'est que quand il y a une faute d'orthographe dans succès, je ne la veux pas. Quand il y a des doublons, je n'en veux qu'un seul. Et quand il y a un statut qui n'est pas succès, dans tous les cas, je ne le veux pas. Et à la fin, je veux bien, du coup, l'identifier 1, 2, 3 et 4. Ce qui est intéressant de voir avec les tests unitaires en DBT, c'est qu'on peut renseigner les colonnes uniquement qui vont nous servir à faire passer notre test et le modèle. Donc on n'est pas obligé d'être exhaustif, et d'ailleurs je le conseille absolument pas. Le but du jeu d'un test unitaire, c'est d'être le plus précis possible, et du coup de renseigner le moins de bruit possible autour. Donc là, c'est des données qui sont moquées, qui sont pas forcément de la prod, que vous allez mettre en place pour pouvoir tester un modèle en particulier. De la même manière, on pourrait faire un DBT test, qui, si j'arrive à écrire avec une seule main, DBT test, qui va nous permettre, du coup là on voit qu'il y a un nouveau test qui passe et qui va vérifier que la regex fonctionne bien. Très bien, là vous êtes bien content et là vous dites c'est sûr maintenant mon pipeline il est de bonne qualité. C'était sans compter sur la régression que vous venez de mettre en place, tout simplement. En fait, ce qu'on vous dit maintenant, c'est écoute, c'est bizarre, mais sur le chiffre d'affaires total maintenant, j'ai certains champs qui sont à nul et je suis certain que ça n'arrivait pas avant. Bon, on repart à l'exploration. Donc on va prendre maintenant notre dernier modèle et on va regarder
quelles sont les lignes qui sont nulles. Effectivement, il y en a beaucoup. Si on les regarde, très bien, carbonate flamande, panna cotta au jasmin, super. Mais on voit qu'il n'y en a pas beaucoup de plats qui ont le problème. Donc on se dit, ok, on va regarder ce qui se passe au niveau des plats. Et en fait, on se rend compte que dans mes plats, le champ qui renseigne le prix, c'est en fait un JSON, et il y a un champ prix et un champ prix en happy hour. Bon, jusque-là, ça marche. Et on va se dire, ok, mais ça reste bizarre, je comprends pas. Donc on va regarder en fait s'il n'y a pas des plats qui n'ont pas de prix en happy hour, et on se rend compte qu'effectivement, il y a des plats qui sont pas en happy hour, qui n'ont pas de prix en happy hour. Et on se dit, mais je comprends pas, comment c'est possible qu'avant on n'avait pas le problème? Donc on va regarder quelles sont les commandes qui derrière ont ce type de plat. Et là, tac, 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 on voit pas bien. Hop. Si on voit bien, bon, mais écoutez, on va pas pouvoir le voir, mais croyez-moi sur parole, il y avait que 2 restaurants qui proposaient ce type de plat, et c'est en fait les restaurants qui étaient filtrés par la mauvaise regex qu'on avait plus tôt. Du coup, là, vous avez introduit une régression malgré vous, et donc du coup, l'idée, ça va être de modifier votre code pour permettre la possibilité, tout simplement, d'avoir un prix en happy hour qui est nul. Et du coup, si c'est le cas, même si la commande a été faite en happy hour, dans ce cas-là, on va prendre le prix normal. Donc là, vous êtes encore aperçu que la modification d'un modèle en plein milieu de votre pipeline de transformation allait impacter la suite derrière. Et donc, ce que vous allez vouloir mettre en place, c'est ce qu'on appelle des tests de non-régression. Donc, ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est qu'en fait, on va moquer, donc on va prendre des sous-ensembles de votre donnée source, de toutes les données sources, et on va imaginer qu'est-ce que pourrait être la sortie à partir de ces données sources. L'idée, c'est d'avoir un minimum de données pour contrôler exactement ce que fait votre pipeline de transformation et de tester la sortie à chaque fois pour vérifier lors de votre CI/CD, donc quand vous rajoutez des modifications sur ce pipeline de données, que vous n'allez pas introduire de régression. Et donc, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai fait des sous-ensembles de mes jeux de données sous forme de CSV. Dans DBT, ça s'appelle des seeds, pour ceux qui connaissent. Et tout simplement, on va les mettre à disposition de notre base de données en faisant un DBT seed. Et donc, ça, c'est vraiment les étapes qu'on on réalise lors de nos CI/CD pour vérifier qu'on n'impacte pas de régression lors de changements. Derrière, on a du coup dû modifier un tout petit peu nos modèles. Je vous passe les détails, mais on a créé une macro qu'on a appelée mockable source. Mockable source, qu'est-ce qu'elle va faire tout simplement? C'est que lorsqu'on est en phase de développement ou de CI, on va utiliser les données moquées, et si on est en prod, eh bien tout simplement on va utiliser les véritables sources. Je remontre une dernière fois l'utilisation dans votre code. En fait, la seule chose que j'ai modifiée dans mon code, c'est que j'ai ajouté toute cette partie-là. Toute cette partie mockable, c'est tout ce que j'ai fait. C'est-à-dire que pour pouvoir exécuter notre code de manière différente et pour pouvoir mettre en place ce type de test, j'ai juste dû créer une macro à un endroit et derrière j'ai modifié l'appel à ma macro source, mais c'est tout ce que j'ai fait. Ce que je veux mettre en évidence, c'est que c'est très facile avec DBT d'avoir un code qui va se compiler de manière différente selon l'environnement et selon ce qu'on a envie de faire. La dernière chose que j'ai modifiée, c'est que j'ai encore ajouté un autre YAML sur lequel je vais pouvoir faire appel à ce test. Et la seule chose que je fais, c'est que sur ce test, je fais une comparaison d'égalité entre la sortie de mon modèle et l'attendu, donc le CSV correspondant. Donc encore une fois, la seule chose qu'on va devoir faire, c'est dbt run pour pouvoir faire tourner notre pipeline de transformation et un dbt test derrière qui va permettre de vérifier que l'attendu est bien le bon. Et donc là, on voit qu'il y a encore un nouveau test qui vient de l'égalité que je viens de vous présenter. Donc, ce que je vous ai présenté ici, c'est 3 types de tests. Donc, les tests de qualité de la donnée, qui sont en fait des tests de qualité a posteriori, après que vous ayez fait tourner vos modèles de transformation. Des tests unitaires qui vont prendre en compte un modèle unitairement, et derrière des tests d'intégration qui vont permettre de valider l'enchaînement d'un modèle envers les autres. Parce que là où je veux en venir, c'est que maintenant, vous avez plus d'excuses pour plus tester vos pipelines de transformation, parce que vous connaissez un outil qui le fait plutôt facilement. Mais bien sûr, c'est une blague, parce que DBT n'est absolument pas la réponse à tout. C'est un outil que moi, je préconise pour faire de la transformation, mais il va toujours dépendre des connaissances de l'équipe dans laquelle vous êtes. Typiquement, si vous ne faites pas de SQL, ça sera très compliqué d'appréhender DBT, parce que comme je vous l'ai présenté, c'est en fait du SQL derrière. Et potentiellement, vous avez déjà une stack existante et donc vous n'allez pas pouvoir les utiliser.
Néanmoins, ce que je recommande pour faire de la qualité de données, c'est que vous avez vu, pour faire de la qualité de données sur des données sources, pas forcément des données que vous avez créées, et en fait, c'est juste renseigner un YAML et remplir un YAML. Typiquement, nous, on a déjà eu un projet où le but de la mise en place de DBT, c'était uniquement de tester des centaines de datasets pour pouvoir mettre en exergue est-ce que mes données, elles sont de qualité ou pas. Encore une fois, ça fait écho à ce dont on a parlé juste avant. C'est rigolo. Donc là, je suis arrivé sur un projet et j'ai dû mettre des tests a posteriori. L'idée, c'est quand même pas d'éviter de faire ça au plus possible, même si souvent on n'a pas le choix quand on arrive sur un existant. L'idée du TDD, c'est le Test Driven Development, pour ceux qui en ont déjà entendu parler. C'est en fait d'arriver lors de votre développement, de mettre en place vos tests avant même d'écrire votre code et d'itérer jusqu'à ce que vos tests passent. L'idée derrière, c'est que sur des entreprises qui sont très matures, les tests d'intégration que je vous ai mis à disposition, donc les espèces de CSV qui moquaient la source et qui présentaient un dataset à la fin, mais ça pourrait être en fait une espèce de contrat entre l'équipe qui va mettre en place la pipeline de transformation et l'équipe qui la demande. Vous pourriez dire, moi je vais écrire un YAML en tant que demandeur d'un nouveau pipeline de transformation qui va dire je veux telle table avec telle colonne qui devrait répondre à telle colonne est unique, telle colonne est non nulle, et ainsi de suite. J'ai absolument pas parlé de tests de performance, alors que c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important, surtout quand on parle de plateforme cloud. Et c'est pour ça que, bon, j'ai pas eu le temps d'en parler pendant la présentation, mais la mise en place d'une CI/CD est très importante. Et la notion de shallow cloning, pour ceux qui ne connaissent pas, ça va être permettre en fait de cloner votre prod pour pouvoir, lors de modifications, encore une fois lors de la mise en place d'une modification d'une pull request et donc du coup de la CI/CD, de tester vos modèles, vos modifications de modèles sur le même volume que la prod pour voir est-ce que les modifications que j'apporte à mon pipeline de transformation a un impact en termes de performance. La dernière chose dont j'aurais aimé parler, mais pareil, j'en avais pas eu le temps, c'est ce que j'ai appelé le monitoring. C'est très bien de faire des tests sur DBT, mais en fait, derrière, il y a un outil qui s'appelle Elementary qui permet très facilement de mettre à disposition une application web et qui va mettre en évidence quels sont les tests qui passent, quels sont les tests qui ne passent pas, donc quels sont les datasets de qualité et quels sont ceux qui sont de moins bonne qualité, mais aussi de faire du monitoring en termes de performance sur vos modèles, ce que je trouve très puissant. On arrive au bout. Ouais, ça tombe bien, j'avais fini, donc merci de votre attention. On va juste pouvoir prendre une question. N'hésitez pas. Sinon, vous pouvez une question parce que le temps est passé vite. Et je voulais vous passer aussi une information complémentaire. À la fin, normalement, de la journée, il y a un mot final. Vous n'aurez pas besoin de changer d'amphi, ça sera poussé en direct. Donc, vous pouvez rester ici. Donc, une question, et donc, il faut bien la choisir. Ah, là-bas. Sinon, en tout cas, n'hésitez absolument pas. Si vous voulez parler de DBT, je serai toujours le premier content. Donc, venez me déranger. Soyez concise. Merci. Alors, il y a un truc que j'ai peut-être pas bien compris. Pour mettre en place les tests, c'est bien une analyse visuelle manuelle qu'on fait, c'est ça? C'est-à-dire que le fait de mettre en place un test pour trouver les doublons, c'est qu'on a regardé les données et on a vu il y a des doublons. Alors c'est une bonne question. En fait, pas forcément. Donc ça, c'était, on va dire, le processus d'analyse d'un développeur lors d'un problème. Mais en fait, on pourrait très simplement écrire le YAML directement et dire, en fait, moi, j'émets une hypothèse sur ma source de données. J'aimerais que telle colonne soit nulle et ainsi de suite. Et en fait, c'est le remplissage du YAML qui va être compilé au moment où vous allez écrire DBT test, qui va faire qu'il y a des requêtes SQL qui vont être créées de manière automatique par DBT et qui va vérifier derrière qu'il n'y a pas de doublon. Donc en fait, la partie manuelle, c'était juste pour illustrer le chemin de pensée, mais en fait, la partie mise en place des tests, c'est vraiment un remplissage d'un YAML propre qui va permettre de faire les tests. Donc non, tout est automatisé. Merci pour votre attention. Merci beaucoup.